Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Expression, la tribune des grandes actions de société sur Lumière du Monde Télévision. 3 panélistes pour parler de l'incivisme et de ses conséquences sur nos États. Directeur général de l'OSCN, Office du Service civique national, monsieur Amara Coulibaly, bonjour. Bonjour monsieur. Merci de nous honorer de votre présence sur ce plateau. Voilà, alors devant la montée de l'incivisme en Côte d'Ivoire et la faiblesse de l'engagement des jeunes, le gouvernement crée en 2007 l'Office du service civique national, promouvoir le civisme vrai en Côte d'Ivoire. Donc au cours de cette émission, vous aurez donc l'occasion de nous présenter cette institution nationale. Docteur Laurence Camara, bonjour. Bonjour monsieur. Croyez-nous, c'est un honneur de vous avoir sur ce plateau, surtout que vous êtes la représentante de la jeune féminine sur ce plateau. Exactement. Merci en tout cas d'être là. Alors, pour vous présenter, vous êtes de la société civile, présidente de Aube Nouvelle, une plateforme citoyenne qui a dans son champ d'action, entre autres, la promotion du civisme. C'est bien cela? C'est bien cela, mais seulement je suis vice-présidente et non présidente. Ah, j'ai dit présidente. Ah, toutes mes excuses. Vice-présidente, voilà, tu es bien précisé. Merci infiniment pour la précision. Docteur Kamenan Arthur Yoboué, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de nous honorer de votre présence sur ce plateau. Alors, vous êtes sociologue, consultant en gouvernance participative, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Que faut-il entendre par gouvernance participative? C'est l'ensemble de tout le processus qui permet aux différents acteurs, aux parties prenantes de participer de façon inclusive à la gestion de toutes les ressources qui se trouvent sur un espace donné. Donc, c'est cela. Merci infiniment. Je rappelle à nos amis téléspectateurs que le téléphone sera ouvert. Vous aurez donc l'occasion de participer à cette émission, donner votre opinion, votre avis, qui participera bien entendu à nourrir le débat sur ce plateau. Je vous propose d'ouvrir cette émission avec ce sujet de la rédaction de Lumière du Monde Télévision qui vous fait une brève présentation du tableau de nos États africains sous le poids de l'incivisme. Crise de citoyenneté, c'est le triste constat que l'on peut aisément faire au regard de la montée de l'incivisme dans les États africains. Les comportements inciviques des populations contribuent à l'instauration de la crise de la citoyenneté dans notre société en pleine urbanisation. Destruction des biens publics, pollution environnementale, manque de confiance des citoyens aux institutions publiques, occupation anarchique des voies publiques, lenteur administrative, leurre africaine, casse et violence, baisse de solidarité, fiscalité non respectée et j'en passe. L'incivisme gagne considérablement du terrain dans les mentalités sous-tropiques. Selon les Nations Unies, l'incivisme, dans certains contextes, peut être un symptôme de tension sociale et de fragilité institutionnelle. Fort de ce tableau, quel est l'impact de ce fléau social sur le développement des États africains? Le plateau de Expression, la tribune des questions de société sur LMTV en parle. Merci, c'est un élément de la rédaction de Lumière du Monde Télévision. Nous parlerons donc au cours de cette émission, bien évidemment, de l'incivisme et de ses impacts sur le développement des pays africains. Comment définir donc l'incivisme, monsieur le directeur général de l'OSCN? Il serait donc dans un premier temps naturellement important, et même je dirais de façon pédagogique, de définir ce que c'est que l'incivisme. Merci, monsieur. Je voulais d'emblée, au nom de monsieur le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle du service civique, traduire tous nos remerciements à la rédaction de LMTV pour nous avoir reçus sur ce plateau et nous donner surtout l'opportunité de parler d'un sujet d'actualité et un sujet qui nous intéresse au plus haut niveau, qui intéresse le gouvernement au plus haut niveau, et raison pour laquelle le gouvernement a mis en place l'Office du service civique national. Je vais donner une définition en fonction de notre population cible. Déjà, notre population, ce sont les jeunes, donc je vais laisser les définitions académiques et autres aux enseignants, aux chercheurs. Je vais dire que pour nous, l'incivisme, c'est tout simplement le non-respect des règles établies pour une vie harmonieuse en société. Aussi simple que ça. D'accord. Voilà. Alors, quel est donc votre rôle de façon concrète sur le terrain? Au niveau de l'Office du service civique national, qui, il faut que je le répète, est un établissement public national
qui est placé donc sous la tutelle du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. L'Office du service civique national a vocation à contribuer à l'épanouissement des jeunes pour en faire des citoyens conscients, certes, de leurs droits, mais surtout de leurs devoirs vis-à-vis de la communauté et faire en sorte qu'on ait des citoyens qui sont aptes à participer au développement de notre pays. Voilà la mission principale de l'Office du service civique national. Alors, dans votre définition, je me rends compte que, vous pourrez me corriger, hein, que la cible principale, c'est la jeunesse, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on fait des personnes plus âgées? Parce que tout le monde a besoin quand même d'être sensibilisé au civisme. Oui, au niveau du ministère, j'allais dire, les missions sont départagées. Pour ce qui nous concerne à l'Office du service civique national, nous nous occupons principalement de la cible jeune. Mais par derrière, il y a également d'autres directions, comme la direction du civisme et de l'engagement citoyen, qui s'occupe de toutes les autres couches. Mais pour ce qui nous concerne à l'Office du service civique national, et vous me permettrez de ne parler que des activités, des missions de l'Office du service civique national, nous nous occupons de la population jeune, c'est-à-dire celle qui a l'âge compris entre 16 et 35 ans. Merci bien, monsieur le directeur général. Docteur Laurence Camara, vous êtes de la société civile. Comment définissez-vous la notion de l'incivisme? Je vais d'emblée remercier aussi LMTV de nous associer à ce débat fort important parce qu'il s'agit de la société, il s'agit de vivre ensemble. Et donc, quand nous sommes face à ce genre de questions, il est bon que la société civile vienne s'exprimer. Et donc, au nom du préfet Vincent Toby, je voudrais remercier LMTV. À mon sens, l'incivisme, c'est un ensemble de comportements, de mauvais comportements, on va le dire plus simplement, qui entravent la bonne marche de la société. Pour dire simplement, on dira que l'incivisme, ce sont des mauvais comportements qui empêchent le droit que nous devons accorder aux autres, qui empêchent le bon vivre ensemble et qui empêchent la bonne marche de la communauté. Donc, et les comportements et le non-respect des règles, tout ça ensemble, ça crée vraiment beaucoup de difficultés de vie en communauté. Alors, selon vous, quel pourrait donc être le rôle de la société civile dans la construction d'une société africaine citoyenne? La société civile a beaucoup à faire, notamment dans la sensibilisation. Et je pense que nous tous, nous l'avons compris. C'est vrai que le gouvernement est là, les entreprises sont là, les directions sont là. Mais si la société civile ne met pas la main à la pâte, je ne suis pas sûr qu'on pourra atteindre les objectifs visés. Donc la société civile a beaucoup à faire dans la sensibilisation, dans la promotion des valeurs. Et je pense que tout à l'heure, nous allons vraiment dérouler sur ces questions très importantes. Bien dit, docteur Laurence Camara. Docteur Kamenan, vous êtes sociologue. L'incivisme, on l'a dit, c'est le manque de civisme dans le comportement. Quels sont alors, selon vous, les principes du civisme? Ok, merci, monsieur. Je voulais souligner également notre reconnaissance à la chaîne qui nous donne l'opportunité d'apporter la pensée sociologique par rapport à la question du civisme. Je note que vous avez demandé les principes du civisme, mais ce que je voulais souligner, c'est que l'incivisme est analysé du point de vue sociologique comme étant un fait social, c'est-à-dire que c'est toute cette manière de penser, d'agir, de sentir qui amène à ne pas se conformer à la non-conformité des règles établies. Donc, il parle de cette manière de penser et des normes qui régissent un espace donné. Donc, le fait de ne pas se conformer à une norme établie, présentée par les sociologues comme étant un comportement déviant. Donc, la sociologie l'analyse dans la catégorie des comportements déviants. Déviant, pourquoi? Parce qu'il y a des normes. Or, une norme sociale, c'est quoi? C'est un ensemble de règles qui est accompagné d'un dispositif de sanctions négatives ou positives en vue d'amener les individus à la conformité de cette règle-là. Donc, quand vous parlez et vous demandez ce que c'est que le civisme, c'est tout ce qui contribue à se conformer aux normes sociales qui ont été établies. Or, les normes sont souvent contextuelles. Donc, on aura l'occasion d'apporter d'autres éléments. Merci, docteur Kamenan. Alors, nous venons donc de planter le décor en définissant de façon pédagogique, bien précise, les contours de l'incivisme. Je m'en vais demander à monsieur le directeur général, quel est le niveau aujourd'hui de l'incivisme en Côte d'Ivoire?
je vais dire, nous n'avons pas forcément un baromètre officiel ou unique pour pouvoir mesurer l'état de l'incivisme en Côte d'Ivoire, mais sur le factuel, sur ce qu'on voit, on peut dire aisément que l'incivisme est vraiment grandissant en Côte d'Ivoire. On peut vraiment dire que l'incivisme est grandissant en Côte d'Ivoire et ce qui justifie d'ailleurs la mise en place d'un certain nombre de dispositifs au niveau du gouvernement pour faire en sorte de pouvoir contrer l'évolution de ce fléau-là qui est un fléau effectivement. Nous aurons l'occasion donc de revenir sur cette importante question. Docteur Kamenan, le niveau de l'incivisme peut-elle définir la sociologie d'une société et d'un État? D'abord, comme le directeur l'a souligné, c'est un phénomène, je ne dirais pas généralisé, mais c'est un phénomène normal. Quand les sociologues disent c'est un phénomène normal, c'est-à-dire qu'il est répandu sur l'espace d'un territoire donné. Que vous allez à Kourogo, vous allez voir ce type de comportement. Que vous allez à Boundiali ou au sud ici en Côte d'Ivoire. Donc, vous, la question, si vous pouvez revenir à la question. Je demandais justement, est-ce que l'incivisme peut définir l'état sociologique d'une société? Oui, à travers ce que nous analysons sous l'angle de l'habitus. Les sociologues parlent d'habitus en termes de dispositions durables que les individus ont acquis au cours de leur processus de socialisation. Parce que la socialisation a deux niveaux. Et la dimension, vous avez des normes, on vous donne des normes et des valeurs, et la socialisation qui vous permet de devenir des acteurs. Donc, quand ces normes sont intégrées au niveau de l'apprentissage et que c'est rejailli sur l'ensemble ça se transmet dans les comportements, on peut observer que ça devient une forme d'habitude, une forme de pratique culturelle, et ça ne gêne pas. Donc, en ce sens-là, on peut signifier que ça peut définir, d'un certain point de vue, le caractère d'une société. Ça peut définir. Alors, je reste avec vous. L'incivisme se manifeste de façon récurrente sous plusieurs formes. Violence, défiance de l'autorité, manque de respect de la chose publique. Comment, sociologiquement, expliquer ces comportements? Vous savez, il y a deux formes d'explication. D'abord, l'État, puisque cela s'est produit sous un État donné. Or, l'État, c'est une forme juridique. Donc, quand on parle d'État, ça renvoie à une forme juridique sur un territoire, qui exerce un pouvoir sur un territoire et qui a la caractéristique de monopoliser la violence symbolique et politique. Donc, cela signifie quoi? Quand les individus sont dans un espace donné et qu'ils ont des attentes socialement construites, c'est-à-dire par rapport aux réformes, ils attendent des résultats et qu'ils n'ont pas ces résultats-là et qu'ils veulent manifester, l'une des choses qui se déploie, c'est que comme l'État n'est pas une personne physique qu'on ne voit pas, qu'on peut attraper, et qu'elle est présentée à travers ses symboles, ses institutions, donc les actions sont répertoriées, la violence est répertoriée et sur les institutions qui représentent l'État. C'est ce qu'on observe lorsque des catégories de personnes s'en prennent au bien public. Et dans la perspective déterministe, il y a l'approche qui souligne que les conditions sont réunies pour que la société elle-même produise un comportement violent, un comportement déviant. Et puis, dans une autre perspective dite individualiste, il y a la perspective qui souligne que les individus mobilisent eux-mêmes des acteurs, des stratégies pour utiliser la violence comme une forme... On n'a pas que la violence. D'un comportement déviant. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans la société africaine, excusez-moi du thème, vous voyez des gens qui vont ouvrir la braquette, faire pipi en pleine rue, des gens qui sont au volant de gros cylindrés, vont baisser la vitre de la voiture et jeter, je sais pas, une bouteille dont ils ont fini le contenu. Tout ça, c'est de l'incivisme. Est-ce que ça part de l'État? Ce comportement n'a rien à voir avec, à mon sens, en amont avec l'État. Nous avons parlé de perspective déterministe. Ça signifie quoi? La façon dont les règles s'appliquent. Et si vous remarquez bien, il y a des normes, il y a des règles juridiques qui organisent la gestion des ordures. Et quand ces règles-là ne sont pas mises en évidence, ne sont pas appliquées, c'est ce qui donne l'impression que... Alors, ces normes, c'est quoi? Il faudrait avoir à chaque coin de rue des... Je vous donne un exemple. Oui. Il y a une loi qui interdit de fumer en public. Oui. Et qui, cette loi-là, accompagne des sanctions. Mais est-ce qu'elle est appliquée? Les gens fument en public et puis
Vous parlez de la phase répressive. La phase répressive. Mais les conditions, je veux dire, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas de box où il faut fumer, qu'on fume dans les rues? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas de toilettes publiques, qu'on se met à l'aise dans les rues? Non, même quand il y a des toilettes publiques, c'est pourquoi nous avons parlé de socialisation. Il y a des normes, il y a des choses qu'on voit. D'accord, d'accord. On va voir l'avis de monsieur le directeur général. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette manifestation de l'incivisme aujourd'hui? Est-ce que la société concourt à cette manifestation? Ce que je vais dire, je pense que en général, pour ce qui nous concerne avec les jeunes, ce qu'on constate, c'est souvent le manque d'éducation civique et citoyenne qui est le plus souvent mis en cause. C'est pour cela que nos dispositifs s'attellent à faire en sorte que les plus jeunes, on puisse leur inculquer toutes les notions de civisme et de citoyenneté à travers nos différents dispositifs. Pour ce qui nous concerne, nous sommes et dans la prévention et dans le volet... Non, pas la répression, ce n'est pas notre mandat. Non, ce n'est pas notre mandat. Et dans le volet éducation, je vais dire. Si vous le permettez, nous avons 3 dispositifs au niveau de l'Office du service civique national qui vont s'occuper de l'éducation civique et citoyenne des jeunes. Le premier dispositif, lui, va s'occuper, en termes de prévention, va s'occuper des jeunes qui sont encore dans le cursus scolaire, qui sont en milieu scolaire. C'est un dispositif que nous appelons le parcours citoyen. Le parcours citoyen va rassembler des jeunes pendant les congés scolaires, en lien bien entendu avec le ministère de l'Éducation nationale. On va rassembler des jeunes pendant les congés scolaires et à qui on va inculquer des valeurs civiques et citoyennes. Comme je le dis, c'est le volet prévention. On pourra rentrer dans les détails tout à l'heure si vous le souhaitez. Oui, mais j'aimerais faire une petite pause là. Oui. Depuis 2007, vous existez. Moi, en tant qu'Ivoirien, peut-être que je ne suis pas informé, mais votre pragmatisme, votre activisme sur le terrain, je ne le sens pas. Peut-être qu'il faut déjà... manque de communication. Peut-être qu'il faut déjà dire que c'est vrai que l'Office du service civique national existe par décret depuis 2007, mais ce n'est que la création qui a été faite en 2007. Le décret portant organisation et fonctionnement de l'Office a été pris en 2016 et ce n'est qu'en 2018 que l'Office a été opérationnel. Je vais dire qu'on a commencé à avoir nos premières opérations de terrain dans les centres de service, civique. En 2007, 2018, 2025. Mais en temps de 2007 jusqu'à 2018, il y a eu des programmes transitoires. Je vais citer juste le programme national de service civique, qui était des... Je vais citer également l'ADDR, qui étaient des programmes pilotes, en fait, avant de pouvoir je vais dire, avant de pouvoir opérationnaliser vraiment l'Office du service civique national. Maintenant, la question de savoir, vous n'êtes pas informé des actions de l'Office. Oui, je pense que beaucoup d'Ivoiriens tiendront le même discours que moi. On ne vous sent pas sur le terrain, en fait. Vous vous souvenez des congés anticipés, des jeunes qui avaient fait des congés anticipés qu'on avait envoyés sur le centre de l'actualité, qu'on avait envoyé sur le centre de Bembresso. Oui. Bien entendu, c'est un centre de l'Office du service civique national. C'est un centre qui fait partie du dispositif qu'on appelle le dispositif service civique d'action pour le développement, le SCAD de l'Office du service civique national. Et depuis cette intervention, depuis le passage de ces jeunes sur le centre de service civique de Bembresso, vous conviendrez avec moi qu'on n'a plus entendu parler du phénomène des congés anticipés. Pour le reste, j'en conviens. Je pense que nous en prenons bonne note. On fera en sorte qu'il y ait beaucoup plus de communication. Mais en réalité, nous sommes plus dans l'action de terrain que sur l'action... Mais l'action de terrain, justement, c'est ce que je dis. Je pense qu'on ne vous sent pas trop. Oui, mais la preuve sur l'action de terrain, oui. Vous avez entendu parler du centre de Bembresso quand il y a eu la question bien sûr, ça c'était, comme vous l'avez dit, à l'occasion de la lutte contre les congés anticipés. Mais il y a encore plusieurs d'autres réalités auxquelles les jeunes font face. Et l'Office semble... Mais et pourtant, ne serait-ce que la semaine dernière, la presse s'est fait l'écho de la sortie d'une des dernières promotions du centre de Gengreni. Oui, mais est-ce que tout se résume au centre de Gengreni? Non.
J'ai dit Bempresso, j'ai dit Gengreni. Ah d'accord, ça en fait fait, deux, hein. oui, on en a jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Ok, on aura l'occasion de passer au fin tout cela. Docteur Camara, justement, vous qui êtes de la société civile, est-ce que vous sentez l'office du service civique national sur le terrain? Parlons du civisme. Mais pour dire vrai, non. Et ça, c'est vraiment l'occasion de le dire en toute sincérité. Certainement que l'office fait de bonnes actions sur le terrain. Quand il vient de parler des congés anticipés qui aujourd'hui... On n'en parle pas aujourd'hui, franchement. Voilà, de façon... Voilà, bref. Mais l'office gagnerait vraiment à faire beaucoup plus de communication. Je pense que le X est au niveau de la communication. Parfois, quand on regarde nos directions, nos services, parfois il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais malheureusement, la communication flanche un peu de sorte que la population ne ressent pas. En principe, la société civile est simplement un relais. Mais quand la société civile devient acteur principal pour certaines thématiques, ça devient un problème. Et souvent, nos services, nos directions ne se font pas le devoir de redevabilité. C'est-à-dire qu'ils ont les rênes de la direction, de la gestion des choses, mais la rétro-même information au niveau de la société civile n'existe pratiquement pas. Ce qui fait qu'il y a une déconnexion entre nos autorités et la société civile en tant que telle. Alors qu'en fait, on devrait travailler de façon convergente pour améliorer vraiment la prise en charge de ce fléau. Parce qu'il y a des répercussions indubitables, surtout sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan familial. Donc, par principe, on devrait travailler de concert. Si nous travaillons de concert, on pourra peut-être amoindrir les conséquences de l'incivisme dans la société. Réaction, M. Koulibaly. Oui, sur ça, je vais dire que c'est dommage que Aube Nouvelle n'ait pas des informations sur l'Office du service civique national. Au demeurant, nous travaillons justement avec des ONG. Nous travaillons avec... Parce que la population cible qu'on a dans un de nos dispositifs, qui est le service civique d'action pour le développement, on va s'occuper des jeunes qui sont des marginaux sociaux. On va s'occuper des jeunes qui sont sans qualification. On va s'occuper des jeunes qui sont sans emploi. On va surtout s'occuper des jeunes qui ont commencé à faire des addictions à la drogue, à l'alcool. Mais pour avoir cette population cible-là, nous nous appuyons sur des ONG du terrain qui vont être des structures de captation pour nous faire venir Quels sont les critères de recrutement de ces ONG? Les critères de recrutement de ces ONG, en fait, nous travaillons avec... on a un répertoire d'ONG qui travaille effectivement dans ce domaine-là. Et on travaille également avec tout ce qui est écosystème de la protection sociale. Donc, toutes les structures, que ce soit étatiques, j'entends par là l'administration sociale de proximité, centres sociaux, complexes socio-éducatifs, centres d'éducation spécialisés, vraiment, tout cet écosystème-là, y compris maintenant les ONG qui s'occupent des jeunes, on va mettre ensemble tout ce dispositif-là pour faire en sorte de pouvoir faire la captation des jeunes qui sont nos populations cibles, comme je dis. Et ces jeunes-là, je l'ai dit tantôt, c'est des jeunes qui ont l'âge compris entre 16 et 35 ans, qui sont hors du circuit scolaire. Ce sont des jeunes... Est-ce que vous participez à une réinsertion sociale de ces jeunes? J'en arrive justement. Okay, justement. Voilà. Il s'agit de jeunes, pour le dispositif du service civique d'action pour le développement, il s'agit de jeunes qui sont soit analphabètes, et quand je dis jeunes, je parle de jeunes filles et jeunes garçons, soit analphabètes, déscolarisés. Il s'agit également de jeunes qui sont sans qualification, jeunes marginaux sociaux dans nos quartiers. Il s'agit de jeunes qui ont commencé à avoir contact avec la drogue, qui ont commencé à avoir contact avec l'alcool. Il s'agit de jeunes également qui sont porteurs de violence. Et ces jeunes-là, nous allons les accueillir pendant 6 mois dans un milieu clos, dans un centre de service civique. Et pendant ces 6 mois, ils seront encadrés par 2 types de personnel. Okay. Nous avons des travailleurs sociaux, bien naturellement, assistants sociaux, éducateurs spécialisés, psychologues et autres. Et puis de l'autre côté, nous avons un personnel d'obédience militaire, des anciens militaires. Je vais juste préciser ici que quand je dis c'est du personnel
c'est des anciens militaires. Ah, justement, c'est pas, oui, voilà. Non, non, je suis habitué à cette question, en fait. C'est vrai que tout de suite, je vais préciser. D'accord. Les militaires ne sont pas sur le centre pour faire de nos jeunes des hommes en armes ou bien des militaires. D'accord. Dans la conscience populaire, dans l'imaginaire populaire, quand je vous dis militaire, vous pensez tout de suite, j'en suis convaincu, à rigueur, vous pensez à discipline, vous pensez à engagement pour le pays. Et d'ailleurs, l'engagement du militaire, ça va jusqu'au sacrifice suprême, n'est-ce pas? Parce que le militaire, lui, il est prêt à donner sa vie pour le drapeau. Mais ce sont justement ces valeurs-là, ce sont ces valeurs cardinales, ce sont ces valeurs essentielles que les militaires sont chargés d'inculquer aux jeunes sur le centre de service civique. Merci. Et donc, je vais terminer par dire, pendant les 6 mois, ils vont donc avoir une phase de resocialisation. Et puis, par la suite, on va travailler donc sur leur savoir-être pendant la resocialisation. Et puis, pendant 4 mois, ils vont apprendre un métier pour disposer d'un savoir-faire, pour pouvoir mieux s'insérer dans la société. Justement, en 2 phrases, avant de passer la parole à Dr Kamidan, cette réinsertion sociale, comment est-ce qu'elle se fait? Elle est accompagnée d'un soutien financier pour s'installer? En 2 mots. Oui, elle est bien entendu accompagnée. Et on bénéficie dans l'accompagnement de l'appui de l'agence emploi jeune. On pourra en revenir. Merci bien. Docteur Kamidan, en tant que sociologue, moi j'ai une remarque parlant de la chose publique, du respect de la chose publique. Aujourd'hui, la chose publique n'est pas respectée sous nos tropiques, alors que le sacré de l'Afrique traditionnelle est vraiment sacré. Il y a un respect que l'on voue au sacré. Comment expliquer aujourd'hui que la chose publique ne bénéficie pas de ce même respect aux yeux de nos concitoyens? Ok. Quand nous avons présenté le phénomène du civisme, on a mis en avant la notion de norme sociale. Et nous avons défini la norme sociale comme étant une règle qui est accompagnée d'un dispositif de sanction, positif ou négatif. Ça veut dire quoi? Dans la chose publique, si vous remarquez bien, la norme, les règles qui accompagnent le respect de la chose publique sont juridiques, d'ordre juridique. Donc il y a des lois, il y a des décrets qui disent que voici ce qui est permis, ce qui est interdit. Et dans cette dimension-là, lorsque quelqu'un est en infraction, il peut mobiliser ses relations, il peut mobiliser des avocats pour sortir indemne de la situation. Or, dans la chose sacrée, il y a le mythe du châtiment divin qui est impliqué dans la croyance des individus. Ils savent très bien que si vous enfreignez une loi du sacré, peu importe votre position, qu'elle soit géographique, que vous soyez en dehors du territoire, le châtiment vous sera imposé. Vous allez subir les conséquences. Donc, la conscience de ce mythe-là, que vous prenez votre disposition quand il s'agit du sacré. Parce que là, ce sont des dimensions immatérielles qui sont évoquées dans le respect de ces normes-là. Voici un peu ce qui fait la différence. Docteur Camara, comment expliquez-vous que nos concitoyens n'aient pas cette crainte de la chose publique, aucun respect de la chose publique aujourd'hui sur nos tropiques? Ben, moi, je peux l'expliquer simplement par le manque d'éducation au civisme et à la citoyenneté. Quand on regarde aujourd'hui, moi, je prends par exemple mon cas. Quand je regarde, avant, on avait, je crois, l'éducation civique et morale à l'école. Voilà, ECM, qui a malheureusement disparu. Nous allons revenir sur la question tout à l'heure. Voilà, qui a disparu. Aujourd'hui, ils ont une sorte de je crois, EHD, quelque chose. EDHC. EDHC, voilà. Éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté. Voilà. EDHC. EDHC. Voilà. Éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté. Mais je vous avoue que quand je lis les cours de ma nièce, EDHC et ce que nous on faisait avant, moi je trouve qu'il y a quand même un allègement de la compréhension même du civisme. Alors, et de la à quel niveau situez-vous cet allègement? Je pense qu'aujourd'hui, avec les différentes transitions, on passe voilà, d'un système purement, on va dire peut-être nous, ici en Afrique, avec notre façon de gérer nos sociétés, à une forme de démocratie qui n'est pas achevée. On est en pleine mutation, donc l'humain lui-même, l'Africain lui-même se retrouve totalement parce que ses repères sont un peu perturbés. Alors quand vous êtes en face de certains individus qui ont deux cultures qui ne sont pas réellement intégrées, ben vous avez un métissage qui dit son nom, mais qui n'est pas également achevé. Donc vous avez plein de mutations chez l'homme, c'est l'Africain surtout, qui n'arrive pas
je veux dire, être sur les deux fronts, à intégrer les deux cultures en même temps. Donc, il n'est pas lui-même à l'aise. Alors, moi, je l'explique par cela, je l'explique par l'éducation. L'Africain ne retrouve donc pas ses repères à la croisée de ces deux cultures? Forcément. Je l'explique par cette éducation-là qui, aujourd'hui, laisse à désirer. Les parents, on se retrouve, je veux dire, en train d'abandonner leur rôle en tant qu'éducateur. Ah bon? Ah oui, aujourd'hui. Parce que le civisme commence à la maison. La cellule familiale. Dans la cellule familiale. C'est là qu'il faut commencer à éduquer son enfant à la chose commune, au respect de la chose commune. Donc, vous voyez, aujourd'hui, avec la pauvreté, le chômage, mais évidemment, chacun essaie de survivre comme il peut. Est-ce que vous voulez nous dire que les réalités sociales auxquelles sont confrontés les parents les emmènent à une démission de leur rôle quant à la formation civique de l'enfant depuis la cellule familiale? Le stress social, courir après l'avoir aujourd'hui? Évidemment, parce qu'il y a d'abord les besoins physiologiques même de l'enfant. Il faut pouvoir le nourrir, il faut pouvoir le mettre à l'école, il faut pouvoir l'héberger, le mettre dans un domicile et tout. Donc, il faut de l'argent, ce n'est pas gratuit. Aujourd'hui, ça devient une priorité chez les parents qui, bon, quand il arrive, surtout les femmes, je dis les femmes parce que en général l'éducation, c'est la femme, le père. C'est plus à la maison. Voilà, à la maison. Moi, je parle d'abord de la maison avant de sortir de là. Aujourd'hui, les femmes se battent, elles se lèvent à 4 heures du matin. Le stress routier, les embouteillages. Alors tout ce stress-là, avec un effet domino sur l'efficacité des activités, le rendement des activités, c'est un problème. Alors quand vous finissez avec ça, est-ce que vous pouvez avoir suffisamment de temps à mettre dans l'éducation de l'enfant? Docteur Koménan, vous êtes sociologue, la question est bien adressée à vous. Est-ce que vous pensez que la montée de l'incivisme tire ses origines dans la cellule familiale, au regard de ce que dit docteur Camara? Oui, dans notre exposé préliminaire, on a souligné le principe de la socialisation, qui a deux dimensions. La dimension primaire, où il y a les agents de socialisation tels que la famille, l'école et les institutions, mais au niveau de la cellule familiale, c'est cette cellule-là qui est chargée d'inculquer des valeurs qui sont conformes à la vie en société, de sorte à ce que l'individu devient un acteur. Il ne subit plus, mais il reproduit ce qu'il a appris pour se conformer aux lois. Maintenant, dans la dynamique de la cellule familiale, on constate que la famille traditionnelle qu'on avait, c'est-à-dire le père, la mère, et puis souvent il y a les grands, il y a les tontons, il y a les tantis qui sont autour. La famille élargie, là, au regard de la dynamique qu'elle a présentée économique, sociale, tend à disparaître. Aujourd'hui, on a des familles monoparentales, où le monsieur ou bien la femme se retrouve seul avec son enfant. On a des familles recomposées, où il y a des personnes de différentes origines qui se retrouvent. Il y a des différents types de familles qui sont là. Et produire des normes de valeurs ne correspond forcément pas à ce qu'on a reçu en tant que famille traditionnelle. Mais ça se manifeste dans la nouvelle citoyenneté urbaine. C'est-à-dire que à Abidjan, il y a une façon de vivre qui est là. Et puis au village, il y a une autre façon de vivre qui est là. Donc quand tout le village est aujourd'hui influencé aussi par le modernisme. Oui, mais ce n'est pas automatique. Mais les mentalités restent toujours... Voilà, c'est un processus, ce n'est pas automatique. D'accord. Nous allons écouter monsieur le directeur général, monsieur Amara Koulibaly. Justement, quel est le rôle? Parce que vous êtes plus... vous vous adressez plus aux jeunes, donc la cellule familiale est naturellement intéressée ou bien comprise dans vos actions, parce que la jeunesse part de la cellule familiale. Quelles sont vos actions dans la cellule familiale? Oui, je conviens avec le sociologue pour dire que la cellule familiale est vraiment le cocon, le pilier dans l'éducation de l'enfant. Et nous en sommes effectivement très conscients. Ce qui fait que dans nos différents dispositifs, nous mettons la famille au cœur. Déjà, le dispositif qui s'intéresse aux jeunes en situation de vulnérabilité dont je parlais tout à l'heure, qu'on va accueillir pendant 6 mois sur le centre. Déjà, avant que les jeunes ne rentrent dans le centre, nous allons rencontrer les familles. Nous impliquons les familles. Quand les jeunes sont sur le centre, à échéance régulière, nous accueillons les familles. Quand les jeunes vont sortir, nous faisons également en sorte... En fait, déjà, pourquoi
avant d'entrer sur le centre et pendant qu'ils sont sur le centre, nous avons une étroite collaboration avec la famille. Parce qu'on sait que sur le centre, le jeune, il va acquérir de nouvelles aptitudes. Mais pour pouvoir conserver ces aptitudes-là, l'acquis, conserver ces acquis-là, après 6 mois, parce qu'il ne va pas rester éternellement sur le centre. Quand il va sortir, il va retourner dans son milieu d'origine. Il va retrouver sa famille. Et donc, il faut faire en sorte que la famille comprenne ce que le jeune est venu faire sur le centre. Comprenne la transformation sociale du jeune sur le centre. Et en ce moment-là, quand il sort, la famille est bien préparée à pouvoir l'accueillir, à pouvoir lui permettre de conserver les différents acquis qu'il a pu avoir sur le centre. On a une expression d'ailleurs empruntée à un autre dispositif qu'on appelle l'école des familles chez nous. Donc il faut faire l'école des familles. Parce qu'on est bien conscient que la famille est au cœur de ce dispositif. L'école des familles, est-ce à dire que les principaux acteurs, dirigeants, décideurs de la cellule familiale, le père, la mère, sont aussi visités en termes de sensibilisation civique? Oui, c'est bien ce que je dis. Okay. Oui, quand je dis qu'avant d'entrer sur le centre, on parle avec la famille, on parle en tout cas avec le répondant de l'enfant. Que ce soit son père, que ce soit sa mère, parfois il se retrouve chez un oncle. Vraiment, celui qui est le répondant de l'enfant, on échange beaucoup avec cette personne-là. Et quand l'enfant est sur le centre également, on lui permet régulièrement de venir voir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe sur le centre, quelle transformation. Monsieur le directeur général, nous avons... J'avais juste envie d'ajouter quelque chose à ce qu'on disait tout à l'heure. Nous avons, nous, un autre dispositif qui va à la rencontre des jeunes dans les écoles. Okay. Justement, pour pouvoir leur expliquer c'est quoi les symboles de la République, c'est quoi le respect de la chose publique. Nous avons ce qu'on appelle chez nous les 4 principes du civisme. Et quels sont ceux qui le font? Vous formez les enseignants sur le terrain ou vous avez une équipe qui se déplace sur le terrain? Non, nous avons une équipe qui se déplace. Nous avons une équipe quelle est la fréquence qui se déplace sur le terrain. De ce déplacement? Je vais dire peut-être une fois par mois. Parce que nous avons assez d'établissements. Oui, je conviens avec vous. Oui, je conviens avec vous. Je conviens avec vous. Mais en tout cas, on essaie une fois par mois d'aller. Il m'est arrivé moi-même qui vous parle d'aller au lycée d'Andokwa pour aller échanger avec les jeunes sur, comme je dis, ce qu'on appelle les 4 principes du civisme chez nous. Le respect des institutions et les personnes qui les incarnent, le respect de la chose publique, l'amour de la nation et la culture de la solidarité. Donc, il nous arrive de... Alors, tout à l'heure, nous avons défini de façon générale ce qui expliquait la montée de l'incivisme dans nos États au niveau de la jeunesse, qui est d'ailleurs le fer de lance de l'avenir de nos nations. Qu'est-ce qui provoque cette montée de l'incivisme au niveau des jeunes? Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, nous voyons beaucoup de jeunes dans la violence, utilisés à des fins politiques, etc. Qu'explique tout cela? Bon, moi, je vais juste partir des constats qu'on fait des jeunes qu'on accueille dans nos différents centres, dans nos différents dispositifs. Il y a le premier élément, la question des familles. Effectivement, la semaine dernière déjà, je recevais un rapport sur les jeunes qui sont actuellement dans le centre à Bembresso, parce qu'on a fait... C'est dans quelle partie de la Côte d'Ivoire? Pour ceux qui nous suivent à l'extérieur. Bembresso, c'est à Songon. À Songon. C'est juste à quelques... Sur la route de Dabou. Sur une chaîne internationale, il faut préciser la chose. Sur la route de à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Voilà, bon, moi, je connais Bembresso, mais celui qui est en France, en RDC et autres, je ne sais pas. Donc, c'est à quelques encablures d'Abidjan, c'est ça? D'Abidjan, oui, okay. Sur la route de Dabou. D'accord. Voilà, juste à la sortie. D'accord. Après Yopougon. D'accord. Vous parliez donc, voilà. Vous étiez à Bembresso. On a fait une analyse sociodémographique sur les jeunes qui sont sur le centre, parce que c'est un exercice qu'on fait chaque fois que les jeunes arrivent sur le centre. Effectivement, le constat qu'on a fait, il s'agit de jeunes qui, pour la plupart du temps, sont issus de familles monoparentales. Il s'agit de jeunes qui sont issus de familles recomposées. Mais en plus, il s'agit de jeunes qui sont dans des familles qui sont même déjà en conflit. C'est-à-dire que le jeune, il est avec son père et sa mère, mais le couple lui-même, il est déjà en conflit. Le couple lui-même, il montre des modèles de violence aux jeunes. Vous voyez? Et donc, il y a ces éléments-là qui peuvent expliquer pourquoi on va se retrouver avec des jeunes qui sont, je l'ai dit, en rébellion, qui sont rebelles vis-à-vis des lois. Des lois.
Docteur Camara, société civile, Monsieur le directeur général parlait donc des familles qui sont en conflit avec elles-mêmes. Il y a un conflit interne. Dans vos actions, est-ce que la cellule familiale a une place dominante pour anticiper sur un enfant influencé par l'ambiance, l'environnement familial qui dépend naturellement sur son mental, sur son comportement en termes de civisme? Je l'ai dit tantôt, en début de propos, que la base même de l'éducation d'un individu, c'est la famille. Qu'est-ce que vous proposez alors pour la famille? Alors, qu'est-ce qu'on propose pour la famille? Ou qu'est-ce que vous avez déjà fait? Non, en fait, nous travaillons de façon collective. Évidemment, de façon collective, on s'attend à ce qu'il y ait une répercussion individuelle. Quand vous voyez nos activités, par exemple, nous avons beaucoup travaillé dans la cohésion sociale, nous avons beaucoup travaillé dans la prévention des conflits communautaires. Nous avons sillonné plus de 400 localités en Côte d'Ivoire pour leur parler de civisme, de citoyenneté, du vivre ensemble, de tolérance. Parce que voici les valeurs importantes pour une société. Et donc, par ricochet, l'individu qui se trouve dans une société dans laquelle il y a la solidarité, c'est que lui-même, il applique la solidarité. Donc, nous, on va dire, on ne travaille pas de façon particulière sur l'individu. On travaille de façon à ce que tous ceux qui vivent dans une communauté, dans une société, soient suffisamment à l'aise parce que chacun respecte les droits de l'autre, chacun respecte la chose publique, la chose commune. Alors, en réalité, quand vous regardez les conséquences, c'est que la société se porte mieux. Et quand la société se porte mieux, ben, chacun y gagne. Et c'est cela, en fait, notre manière de procéder. Évidemment, il y a des cas spécifiques qu'il faut traiter peut-être de façon directe, mais ce n'est pas la généralité, c'est l'exception. Voilà un peu comment nous fonctionnons. Amis téléspectateurs, le téléphone est ouvert. Vous pouvez donc appeler pour participer à cette émission, donner votre point de vue sur la thématique du jour. Votre contribution participera bien entendu à alimenter le débat sur ce plateau. Docteur Comédan, la perte de certaines valeurs telles que la crainte de l'autorité aujourd'hui est constatée sur le terrain. J'en veux pour preuve le non-respect du gendarme, par exemple, du policier sur la route. Comment vous expliquez cela, ce manque de civisme de nos concitoyens vis-à-vis des personnes qui incarnent l'autorité? D'accord, merci. Ce que je voulais souligner, c'est que les gendarmes, par observation, on note que cette crainte, cette perte de l'autorité des gendarmes, elle est beaucoup marquée. C'est juste un exemple, il y a plusieurs. Oui, mais cet exemple il est vraiment typique et puis il explique beaucoup de choses ici. Dans le cas ivoirien, il y a une forme de renégociation de l'amende. On parle d'incivisme, c'est-à-dire que l'usager qui enfreint les codes de la route, qui grille le feu, certainement il y a une loi il y a une amende qui est rattachée à cela. Donc quand il descend, qu'il est interpellé par le policier, ce qu'on observe, c'est que on voit des négociations entre celui qui est en infraction et le policier. Et cette négociation-là, souvent, elle est marquée par le fait que la somme qu'il doit payer n'est pas totalement payée et que si par exemple il devait payer 2000 francs, il se retrouve à payer 1000 francs et puis il passe. Vous voyez cela, ça paraît insignifiant. Mais le fait qu'il arrive à jouer arrive à s'inscrire dans cette relation-là, il affaiblit l'autorité du policier. Il y a une amende qui est fixée 2000 francs. Il n'y a pas de négociation à la demande parce que c'est l'autorité. Est-ce que vous voulez dire que derrière, nos autorités devraient elles-mêmes être sensibilisées au civisme? Les autorités doivent, au-delà même d'être sensibilisées, doivent appliquer. Le rôle de l'autorité, c'est la non-négociation de l'établissement des règles. C'est 2000 francs que vous devez payer, il n'y a pas de négociation. Vous payez les 2000 francs. Mais, dans notre cas, je prends le cas des apprentis Baka et souvent, ce qui est courant, on voit une forme de négociation et ça affaiblit. L'autre aspect qu'on observe, c'est que souvent,
le policier, il reçoit un appel qui a été émis par celui qui est en infraction. C'est-à-dire quand il n'arrive pas à négocier, il prend son téléphone, celui qui est en infraction, il appelle. Et quand il appelle, on passe le téléphone au policier. Et quand il finit, il repasse le téléphone et puis le policier donne l'ordre de partir. Souvent, il y a une relation qui est mobilisée pour pouvoir faire face à une situation où ce dernier a été pris en infraction. Donc, toutes ces configurations contribuent à affaiblir l'autorité du policier sur la route. Et ça, en affaiblissant l'autorité du policier, puisqu'on ne voit pas l'État, ce sont les institutions de l'État qui sont affaiblies dans ce domaine. Docteur Camara, réaction sur la question. Mais il y a tellement de choses, tellement d'actes de comportement, d'incivisme qu'on ne saurait en trouver suffisamment, même ici, en parler suffisamment. Je précise que ce n'est pas seulement les policiers, même dans l'administration publique, on en voit. Oui, parce qu'il faut parler aussi de l'incivisme au niveau fiscal. Hein? Aujourd'hui, il y a une crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Ça, il ne faut pas l'oublier parce qu'il y a des répercussions économiques importantes, hein, et même des répercussions sociales. Quand nous ne payons pas nos impôts parce qu'on n'a pas confiance à nos gouvernants, on ne sait pas ce qu'ils font avec l'argent, on regarde un peu, hein, le train de vie, la gabégie, et on se dit, bah, donc nous, on paye l'argent pour donner à quelqu'un qui va aller avoir 50 voitures, 60 voitures. Bon, quand on regarde tout ça, le niveau de vie, du coup, il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais autant garder mon argent pour moi-même. Et ça, c'est de l'incivisme. Mais c'est de l'incivisme qui, en fait, est aussi entraîné par le manque de confiance en nos autorités. Ça aussi, il faut le dire. Mais il y a une conséquence aussi. Et la conséquence, c'est qu'il n'y a plus suffisamment d'argent pour s'occuper des hôpitaux, pour s'occuper de l'éducation, et puis c'est tout le monde qui perd. Alors ici, pour moi, il y a l'incivisme des deux côtés. Tant de notre côté, nous, les gouvernés, mais tant aussi du côté des gouvernants. Parce que si moi, je fais le sacrifice de donner mon argent pour que tu t'occupes des routes, que tu me mettes un hôpital hyper équipé, hein, afin que la population ait accès aux soins de santé, pour que tu me mettes des écoles à disposition pour l'éducation de nos enfants et que je rentre dans un hôpital, même pour avoir une IRM, pour avoir un scanner, il faut faire le tour de la Côte d'Ivoire. Pour faire une fibroscopie, il faut faire le tour. Je précise que la question est africaine. Oui, oui. Voilà, je veux dire africaine. C'est le même problème partout. Hein. Nous qui avons peut-être eu la chance de bouger un peu dans les pays africains, c'est la catastrophe. Donc voilà, par ricochet, je veux dire, l'incivisme, c'est pas seulement nous. Ce sont les gouvernants également. D'accord. C'est vrai que la cible de l'office, c'est la jeunesse. Mais ici, un problème, une question a été touchée du doigt, l'incivisme fiscal. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le directeur? Comment lutter contre cela? Oui, sur ça, moi, je ne partage vraiment pas l'avis de madame. D'accord. Je ne partage pas l'avis de madame parce que, pour moi, la question de l'incivisme, c'est à hauteur d'homme. Il y a des dispositifs qui sont mis en place pour lutter contre ces questions de fraude-là. Et donc, moi, si je suis policier ou bien si je suis agent des impôts, c'est à mon niveau, c'est au niveau de ma propre éducation que les choses se jouent. Voilà, ça dit que ce n'est pas parce que je suis citoyen que je vais décider de ne pas payer mes impôts. Donc, c'est une prise de conscience personnelle. C'est une prise de conscience personnelle d'abord pour moi. C'est vraiment d'abord à hauteur d'homme. Et c'est pour cela que, comme je l'ai dit, nous, on travaille à faire en sorte que depuis le bas âge, depuis la jeunesse, on travaille à faire en sorte que les jeunes Ivoiriens puissent avoir cet esprit civique, cet esprit citoyen pour que demain, ils soient des citoyens, j'allais dire, aptes à participer, comme je l'ai dit tantôt, au développement du pays. Pour moi, c'est plutôt à hauteur d'homme. À hauteur d'homme, un décret précise aussi la déclaration du patrimoine avant la prise de fonction et même après. Vous qui êtes dans le domaine du civisme, aujourd'hui, quel est l'état de l'application de ce décret, de cette loi sur... Ben, vous convenez avec moi justement que des mécanismes sont mis en place pour que les
les citoyens se comportent de façon convenable. Maintenant, la question de la déclaration de patrimoine, je pense que au niveau du gouvernement, c'est bien organisé. Chaque structure a sa mission. Il y a la haute autorité de la bonne gouvernance qui est chargée de s'occuper de ces questions-là. Je reste convaincu qu'elle est mieux placée pour vous donner une réponse claire et précise. Nous l'avons reçu sur ce plateau et les réponses sont encourageantes, sont vraiment encourageantes sur cette question. Je rappelle que le téléphone est ouvert. Vous pouvez toujours appeler pour participer à cette émission. Vous avez quelque chose à dire, Dr Camara, sur la question? La question du patrimoine? Oui. Eh bien, selon moi, c'est une très bonne chose. Hein? C'est une très bonne chose que on va dire chaque autorité, chaque personne qui accède à un poste public, un haut poste public, puisse dire à sa population ce qu'il a obtenu, hein, et ce qu'il emmène dans sa nouvelle position. Ça, c'est important. Maintenant, on nous dit que c'est fait. Tant mieux. Moi, je n'ai pas la possibilité de vérifier, mais c'est à encourager. C'est à encourager parce que nous, dans le bas peuple, nous qui sommes dans le bas peuple, il ne faudrait pas que nous perdons confiance en nos autorités. Je peux vous rassurer parce que nous avons reçu sur ce plateau la haute autorité de la bonne gouvernance qui nous a rassurés sur justement l'application de cette loi et c'est beaucoup encourageant pour notre pays. Nous allons parler d'un point important qui aujourd'hui, j'allais dire, gangrène les mentalités africaines, si mon expression peut être acceptée. Il s'agit de l'heure africaine, qui aujourd'hui semble être une norme dans le comportement de l'Africain. Acte d'incivisme, monsieur le sociologue? Oui, je ne dirais même pas que c'est acte d'incivisme, c'est devenu une culture d'incivisme. Une culture, puisque la dimension de l'heure à l'africaine, elle est pensée en termes de responsabilité, c'est-à-dire en termes d'urgence. En termes d'urgence et en termes de résultats. Donc, à ce niveau-là, on observe que l'incivisme se manifeste, la prise de conscience en termes de répercussions, le fait de ne pas respecter l'heure, cette prise de conscience, ça n'est pas effective au niveau des Africains. Et cela est rendu possible par ce que, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, par des alliances de type à plaisanterie, c'est-à-dire que la capacité à minimiser les effets lorsque on se retrouve dans cette situation-là. C'est-à-dire quelqu'un à qui un rendez-vous est donné et qui peut avoir des effets sur plusieurs activités de la journée, et quand il vient en retard, l'une des choses qui est mise en évidence, ce sont les excuses. Et les excuses ne sont pas comprises comme étant un problème. Je dis que tout le monde peut se retrouver dans cette configuration, mais ne vous en prenez pas à moi parce que je ne suis pas le seul. Donc, on parle de la perspective déterministe qui dit que ce sont les conditions sociales qui participent à produire un type de culture. Et quand c'est répertorié sur l'ensemble d'un territoire, ça devient une norme, ça devient une habitude. Et celui qui sort de cette norme-là est perçu même comme étant le déviant. C'est-à-dire quoi? En Côte d'Ivoire, si tout le monde ne respecte pas l'heure et que vous respectez l'heure, c'est vous qui devenez déviant. Et c'est pourquoi nous parlons de culture de l'incivisme. L'inversion des normes sociales. Des normes sociales. Docteur Camara, votre avis sur l'heure africaine? Mais, mon avis, en tant que femme, je sais que nous sommes les championnes. Nous sommes les championnes dans le domaine, mais nous sommes en train de nous éduquer, de nous rééduquer. Mais il faut dire une chose quand même, pour parler sérieusement. C'est vraiment l'environnement qui le crée. Parce que les mêmes Africains en Europe, ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Et donc, ça veut dire que c'est devenu normal d'avoir une heure africaine. De sorte à ce que même quand une réunion doit commencer à 10 heures, on nous dit 8 heures. Mais on ne mesure pas les conséquences. C'est-à-dire, une personne peut ne pas venir parce qu'elle se dit que c'est à 8 heures et à 8 heures, elle a prévu quelque chose, alors qu'en réalité, la réunion est à 10 heures. Une personne peut venir plus tôt, à 8 heures, alors qu'elle avait un rendez-vous important. Donc, vous vous rendez compte, il y a des conséquences incroyables. Et il faut dire aussi que la circulation aidant, parce que nous avons, dans nos pays en tout cas, franchement, il faut le dire, nous sommes les champions des embouteillages inexpliqués. Oui, mais avant l'avènement des embouteillages,
cette mentalité existait, je pense bien. Non, je veux dire qu'aujourd'hui, on a un alibi. On a une raison qu'on essaie de donner. Mais en réalité, même si elle ne tient pas, elle existe. Les embouteillages du jour au lendemain, de façon ininterrompue, justement dû à cet incivisme routier dont on n'a pas parlé. Parce qu'aujourd'hui, on se promène tous avec des GPS pour être assurés. Et quand on est sur le GPS du jour au lendemain, enfin d'un moment à un autre, on te dit tu as 5 minutes de retard. Parce qu'il y a un qui s'est trouvé beaucoup trop malin pour barrer la route. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Et ça, c'est très fréquent, il faut le dire. Donc, l'un dans l'autre, avec effet domino, bon, on s'est habitué, comme il dit, on est rentré maintenant dans une culture de l'ère africaine. Mais je pense que les choses doivent pouvoir évoluer. Parce que si en Europe, on ne fait pas ça, ça veut dire que nous avons la capacité de ne pas le faire. Donc, il faut qu'on se range. Avant d'écouter M. le directeur général, rapidement, Dr. Oui, je voulais aussi mettre l'accent sur le rapport à l'environnement dans cette culture d'incivisme. Si vous remarquez bien, les mêmes individus qui sont pris à Bobo, quand ils se retrouvent au plateau, quand ils observent l'environnement leur donne un message pour dire que ici, dans cette configuration-là, il y a des choses qui sont effectuées, il y a des choses qui sont permises et des choses qui ne sont pas permises. À Bobo, celui qui veut, je suis désolé pour les aboboleurs qui m'écoutent, c'est une pratique qu'on observe. Celui qui veut se soulager, quand il voit un espace touffu, rapidement, puisque c'est à qu'est-ce que c'est cette mentalité? J'avais posé la question tout à l'heure. Oui, pourquoi on se met aussi à l'aise, en pleine rue, sans complexe? Comment ça s'explique, cette mentalité? C'est ce que nous soulignons. Il y a l'environnement, notre rapport à l'environnement, et puis je pourrais dire il y a le rapport que l'environnement a envers nous. Quand l'environnement est propre, il nous donne un message pour dire que ici, voici ce qui est autorisé. Quand l'environnement est malsain, il nous donne un message pour dire qu'il y a ce qui est autorisé. Donc, quand vous arrivez au plateau, l'environnement est propre, griffe. Vous ne pouvez pas libérer votre braguette pour faire, puisque tout le monde, vous regardez le style vestimentaire des personnes, vous savez qu'il y a des choses qui ne sont pas autorisées. On ne vous dit pas, mais ça s'impose. Quand vous arrivez dans un autre environnement, que l'environnement semble accessible pour une certaine pratique, vous vous soulagez sans gêne. Et c'est cette relation-là que nous voulons. D'accord. Monsieur le directeur général, nous revenons sur l'heure africaine. Comment est-ce que vous expliquez cette culture aujourd'hui? Bon, moi je ne l'explique pas. Je pense que le sociologue a donné des explications. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment préjudiciable. Pour nous qui sommes dans l'administration, qui avons des séries de réunions dans la journée, vous comprenez que quand il y a juste un décalage, tout notre programme est désarticulé. C'est vraiment dommage. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que non seulement l'environnement joue, mais également les personnes ont leurs responsabilités. Moi, je connais des responsables. Quand ils vous disent réunion à 10 h, mais il faut venir à 10 h. Hein. Il faut venir à 10 h parce que si vous venez à 10 h 5 ou 10 h 10, mais vous trouvez que la réunion a déjà commencé. Et comme c'est votre supérieur, c'est clair que vous allez vous gêner de rentrer dans la salle. Et donc, je veux dire, c'est cette culture-là que nous allons avoir nous tous. Je sais à mon humble niveau, c'est pas facile, hein, mais je sais à mon humble niveau de le faire avec mes collaborateurs. Quand on dit la réunion, c'est 8 h. Quand vous-même vous êtes là à 8 h, c'est clair que la première fois, certains vont s'amener à 8 h 5, à 8 h 10, même à 9 h, mais ils ne vont pas oser rentrer dans la salle. Mais les prochaines fois, à 8 h moins 5, la salle est pleine. Alors, votre cible, c'est la jeunesse, et on sait l'importance de la jeunesse pour l'avenir d'une nation. Est-ce que vous participez, vous avez donc dans votre champ d'action inculqué cette valeur à la jeunesse pour que dans le futur, cette mentalité de l'heure africaine puisse disparaître? Oui, bien sûr. Vous me donnez là l'occasion même d'ailleurs de parler d'un autre de nos dispositifs, parce que j'ai parlé des personnes en situation de vulnérabilité, mais ce n'est pas que, hein, c'est pas que ceux-là. Ce n'est pas que ces personnes, pardon, pas que celles-là. Et nous avons également comme cible, comme je l'ai dit, les élèves qui sont dans les lycées et collèges. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Et nous avons également un programme qu'on appelle le campus citoyen. Le campus citoyen va s'intéresser à des jeunes
qui ont donc l'âge compris cette fois-ci. Avec les élèves, c'est 17 ans. Le campus citoyen va s'intéresser à des jeunes qui ont l'âge compris entre 18 et 35 ans donc, et qui sont soit à l'université, soit des leaders communautaires, qu'on va rassembler pendant un mois sur un centre de service civique ou dans tout autre endroit. La particularité du campus citoyen, comme madame parlait de cohésion sociale, on va faire venir des jeunes provenant de tous les horizons de la Côte d'Ivoire. On fera donc venir 500 jeunes, un qui vient du nord, deux qui viennent du sud. Vraiment, on fait melting pot là, comme on dit. On les rassemble sur le centre de service civique. Déjà, pour pouvoir faire tomber le mur de méfiance, pouvoir faire tomber les différentes barrières. Et on a fort heureusement la collaboration de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels qui va nous aider à inculquer à ces jeunes-là les us et coutumes des grands groupes de la Côte d'Ivoire. Et on a une autre variante de campus citoyen qui se déroule actuellement, même où je vous parle, avec l'INPHB, Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le DG, que je salue au passage, a bien compris l'importance de la culture civique au niveau de ses étudiants. Et donc, depuis 3 ans, chaque année, les étudiants qui rentrent à l'INPHB, les étudiants ingénieurs ou techniciens supérieurs, ils ont 20 jours de service civique. Ils ont 20 jours de service civique avec notre dispositif militaire, avec tous nos enseignants, avec la Chambre nationale des rois et tout ça. Ils vont faire ces 20 jours-là de service civique dans leur école. Quel est le contenu de ces 20 jours? Qu'est-ce qu'on y met? Pendant ces 20 jours, on va avoir la formation civique et citoyenne. On va avoir avec les militaires ce qu'ils appellent l'ordre ciré, qui en fait un apprentissage à plus de coordination au niveau des jeunes. C'est aussi l'apprentissage à plus de solidarité. On va avoir également les modules liés aux us et coutumes, comme je l'ai dit avec la Chambre nationale des rois. Mais on aura également des modules avec l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, qui va délivrer des modules en lien avec la cohésion sociale. Et puis, in fine, ces jeunes-là même sont d'ailleurs appelés à être des moniteurs d'alerte précoce. Mais pour terminer sur la collaboration avec l'INPHB, quand ils finissent ces 20 jours, ils vont avoir 1 mois de bénévolat. Chacun de ces élèves est obligé d'aller dans une collectivité territoriale de sa localité pendant les vacances-là et servir pendant 1 mois de façon bénévole. D'accord, d'accord. C'est bien compris, monsieur le directeur général. Les actions sont menées sur le terrain pour un civisme vrai en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Vous avez une activité qui s'appelle Ouvrez vos cahiers, c'est bien cela? Ouvrez les cahiers. Ouvrez les cahiers. Ouvrez les cahiers. Depuis 2023, quel est le bilan aujourd'hui parlant du civisme au niveau des enfants? Déjà, il faut dire que Ouvrez les cahiers est une activité propre à Aube Nouvelle, la plateforme citoyenne Aube Nouvelle du président Vincent Toby. Justement, c'est comme un geste symbolique pour montrer la nécessité pour les parents de s'intéresser à l'éducation des enfants, de marquer un temps pour ouvrir le cahier, voir un peu ce que l'enfant fait à l'école. C'est symbolique, c'est vrai, mais ça a un impact énorme, tant dans le rapprochement, donc affectif, mais un rapprochement physique et puis un rapprochement intellectuel, pourquoi pas. Hein? Donc, ce sont des activités pareilles que nous menons sur le terrain afin de rapprocher, c'est vrai, la famille, mais d'avoir quand même un certain rendement, un certain impact sur la communauté parce que nous le faisons en communauté. Alors, cette activité a commencé en 2023 et nous avons lancé ce projet sur à peu près 200 localités en Côte d'Ivoire. Et l'année qui a suivi, nous avons, c'est-à-dire 2023, 200 localités, nous avons pu avoir près de 1300 retours. Et que dit ces retours? Pardon? Que dit ces retours? Non, enfin, quand je dis retour, c'est-à-dire que nous avons effectivement vu des communautés en zone rurale comme en zone urbaine où les parents se sont
rapprocher de leurs enfants, soit à la lumière du jour ou bien la lumière électrique ou les lampes tempêtes pour contribuer à participer vraiment à l'éducation de l'enfant. Donc, voir ce que l'enfant fait à l'école, ça peut être le père, la mère, le cousin, l'oncle et tout, quel que soit alpha, c'est un intérêt qu'il porte à l'enfant. Donc, c'était en 2023 la première Quel bilan édition. vous en faites aujourd'hui, 2025? C'est très intéressant et on ose espérer que cela rentrera dans les habitudes, au-delà de la plateforme Aube Nouvelle, que ce soit peut-être institutionnalisé, afin qu'un jour, toute la Côte d'Ivoire s'arrête, les aînés s'arrêtent un instant, ne serait-ce qu'une heure de temps, pour regarder dans le cahier de leur enfant. D'accord. Rien que ça. C'est bien compris. Alors, docteur Kamenan, parlons à présent des répercussions économiques de l'incivisme sur nos États africains. Comment est-ce que vous voyez ces répercussions? Vous savez, l'économie, c'est la circulation des biens. Et ceux qui font circuler les biens, ce sont des acteurs. Et on a pris le cas de l'heure africaine. Donc, imaginez-vous, je ne sais pas si ma mémoire est bonne, mais j'ai dû lire un reportage sur lequel l'embouteillage seulement fait perdre combien de milliards à la Côte d'Ivoire par an. En termes d'embouteillage. Je ne sais pas trop les chiffres, mais j'ai vu un documentaire qui passait dessus. Pour vous montrer à quel point cette conjoncture, ces acteurs qui sont déployés, le fait que l'incivisme puisse avoir un impact sur non seulement l'économie, mais également toutes les activités qui sont liées à la vie sociale. Donc, je ne dirais pas que c'est une pathologie. Ça affecte le fonctionnement même de la société et ça fragilise les capacités intellectuelles de ceux-là, les ressources humaines en un mot. Ça fragilise. Parce que si ce qui fait fonctionner une société, ce sont des valeurs d'intégrité, des valeurs de confiance, des valeurs de redevabilité. Et imaginez-vous la lenteur administrative, ça fait partie de l'incivisme, les lourdeurs dans le traitement des documents, tout cela affecte le dispositif et crée une relation de non-confiance dans nos institutions. Or, qui n'a pas confiance en l'institution ne pourra pas, comme l'a souligné quelqu'un, s'acquitter de ses droits. Je n'ai pas confiance en l'institution, donc je ne vois pas la pertinence de, par exemple, payer mes impôts. Donc, voici un peu l'un des indicateurs de... D'accord. Vous parlez tout à l'heure de lenteur administrative. Est-ce que vous pensez que c'est un manque de prise de conscience professionnelle? Je me dis que c'est structurant. Celui qui subit n'est pas forcément celui... Je vous donne un exemple. Je vais revenir sur le cas des policiers. J'ai été témoin oculaire d'une scène qui s'est passée. J'ai emprunté un véhicule de transport en commun d'Adjamé à Benjerville. Et lorsque nous sommes arrivés à la Riviera 2, le chauffeur a été sifflé par un policier qui l'a arrêté. Et le policier est parti. Il y a eu une négociation. Il est remonté. Nous sommes arrivés à 9 kilos. Il a été sifflé encore par un autre policier. Ils l'ont arrêté. Ils ont fait une négociation. Quand nous avons dépassé le carrefour après barrage, nous sommes arrivés à Faya. Il a été sifflé par un autre policier. Ils l'ont arrêté. Il a fait une négociation. Et quand nous sommes arrivés vers Nouveau Goudron, il a été sifflé par un autre policier. Et dans le véhicule, il y a un monsieur qui s'est levé, qui est descendu. Ils ont fait 30 minutes de négociation. Et quand il est revenu... C'est quoi les négociations? On vous a sifflé, vous avez certainement, parce que c'est pas la raison pour laquelle il a sifflé. Quand ils sont arrivés, ils étaient en train d'échanger. Moi, c'est cette forme-là que j'appelle négociation. D'accord. Ok, puis il a pris son permis, après il lui a donné. Donc, dites les choses telles qu'elles sont. Hein? Voilà, il a pris son permis, après il lui a donné. Ok. Donc, ça fait le quatrième sifflement. Moi, je retiens qu'ils ont négocié. Ils ont négocié. Voilà. Ok. Donc, on arrive maintenant... Dans le contenu de la négociation... Moi, je ne sais pas, ils ont négocié. Maintenant, on arrive au Nouveau Goudron. Après les 30 minutes, imaginez-vous le nombre d'heures passées. Donc, un trajet qui devait faire peut-être 30 minutes, ça fait déjà près d'une heure. Nous sommes dans le véhicule. Donc, d'autres sont descendus pour partir. On arrive au carrefour dit Nouveau Goudron. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, j'arrive. C'est une question de temps aussi. Non, c'est ça. On arrive au carrefour Nouveau Goudron. Et quand il est sifflé par un policier, il y a quelqu'un dans le véhicule qui dit à l'apprenti,
faut aller appeler le policier là. Faut lui dire c'est le commissaire qui l'appelle. Et il sort, il fait venir le policier. Et puis le commissaire lui parle, et puis il va. Parce que le gars est en civil. Je souligne quoi? Le fait que le système qui est mis en place a un impact, même sur ceux qui reproduisent les pratiques demandées par le système. Voici, c'est un peu ce que je voulais souligner. D'accord. Docteur Camara, impact de l'incivisme sur l'économie de nos nations. C'est vrai que vous n'êtes pas économiste, mais vous faites partie de la société et vous avez certainement des témoignages. Ah oui, les impacts sont nombreux. Quand on regarde déjà, moi je veux parler d'abord... Quand je dis docteur, je précise que vous êtes médecin. Oui, je suis... Médecin urgentiste, c'est ça? Oui, médecin voilà, faut préciser. dans la pratique. D'accord, ok. Et je suis médecin économiste de la santé. D'accord, allez-y. Alors, dans l'incivisme, de façon générale, quand on ne va pas aller dans tous les sens. Prenons seulement l'incivisme fiscal, parce que ça existe bel et bien. Absolument, absolument. Ça existe. Et c'est cette fiscalité-là qui ramène de l'argent. Les impôts qu'on paye, c'est ce qui donne l'argent à l'État. Et je disais tantôt, et je reviens là-dessus, je persiste, pour dire qu'on a beau vouloir être honnête, si à un moment donné, on ne sait pas ce qu'on fait avec notre argent, on devient réticent à contribuer. C'est vrai, c'est de l'incivisme. Mais quelque part, c'est une façon de se protéger et de chercher à survivre. Parce qu'en fait, l'argent que je mets dans le système économique est cet argent-là qui doit me permettre de me soigner, qui doit permettre à mes parents, à mes enfants de se soigner, qui doit permettre à mes enfants d'être éduqués, d'avoir la route pour aller dans mon village. Voilà. Et si à un moment donné, je n'arrive pas à avoir ce retour, je deviens réticent. Et c'est de cette réticence-là dont je parle. Maintenant, pour revenir, mais c'est un effet domino. Parce qu'effectivement, s'il y a l'incivisme fiscal, donc il n'y a pas l'argent, mais il n'y a pas l'argent pour faire les hôpitaux. Moi, je suis médecin, vous avez dit, je continue de me plaindre de ce que les plateaux techniques des hôpitaux sont en souffrance. Et ça, je le dis partout. Aujourd'hui, je suis en train de chercher à soigner quelqu'un qui n'a pas les moyens, mais il n'y a pas de système suffisamment, efficace pour la prise en charge de ce genre de personnes à bas revenus. C'est un problème social, c'est un malaise social qui va s'installer. Et ça, il faut le dire. Ses origines dans l'incivisme on fiscal? insulte personne, parce que ça part de l'incivisme fiscal. Donc, vous voyez, quand vous parlez de l'incivisme, avec ses répercussions, il y a l'incivisme même, on va dire, même social. Parfois, on a ces habitudes d'empêcher même l'accès à certaines structures dans nos communes. Hein? Ah ben ça, c'est beaucoup culturel, mais ça a une répercussion. Je n'ai pas compris, là. Je dis, dans nos quartiers, parfois, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à accéder, ou bien on transforme, disons, l'incivisme transforme nos quartiers en marché. L'occupation anarchique des voies. L'occupation anarchique des voies, c'est un problème. C'est-à-dire, c'est économique, ça fait rentrer de l'argent, mais ça fait perdre. Ça dévalorise, par exemple, nos habitations. Ça fait perdre. Moi, si je veux louer ma maison et que tout autour, il y a bar, il y a des maquis, il y a ceci, mais la maison n'a plus sa valeur d'antan. Donc ça aussi, c'est de l'incivisme. Avec les nuisances sonores. Les nuisances sonores, ça on en reviendra. Mais je veux dire, si on veut voir la répercussion économique et financière, mais voici des exemples. Et ça, on devrait s'éduquer à cela. Parce que quand tu détériores l'environnement social, il y a une répercussion sur la qualité de vie et sur l'économie que je peux faire. Donc, il y a forcément un impact économique. Monsieur le directeur général, impact économique sur nos pays, parlant de l'influence de l'incivisme. Oui, forcément. Forcément, il y a forcément un impact économique. Vous imaginez, des investisseurs, ne serait-ce que, prendre le cas de ceux-là, des investisseurs ne viendraient pas dans un pays où il y a vraiment beaucoup d'incivisme, où ils prennent le risque de voir leurs biens détruits, où il y a la perte de productivité. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, l'incivisme va
faire en sorte qu'il y ait une faible attractivité pour les investisseurs, pour un pays donné, parce que l'environnement est présenté comme instable. Ça, c'est clair. Et je pense justement que c'est pour cette raison-là que les États eux-mêmes mettent en place des dispositifs pour faire en sorte de pouvoir lutter convenablement contre ce fléau-là. Alors, nous avons aujourd'hui un pays dont la démographie est fortement dominée par la jeunesse. Et dans nos entreprises, nos services publics et autres, nous avons des jeunes qui sont aujourd'hui à des postes de responsabilité. Votre cible, je le disais tantôt, c'est la jeunesse. Est-ce que vous formez la jeunesse justement à ce que disait Dr Camara, au civisme fiscal? Parce que c'est aussi un élément important pour le développement de nos pays. Au civisme fiscal, pas précisément. Pas précisément. Pourquoi? Je pense que... Non. Je le dis et je le répète, je suis administrateur civil de base. Hein? Je le dis et le répète, l'administration vraiment est bien compartimentée et chacun... Non, mais agit c'est la jeunesse, selon son domaine, selon ses missions. Non, là, ce que je veux dire, précis, c'est la jeunesse. Ce que je veux dire, savoir, est-ce que vous sensibilisez les jeunes? Oui, bien sûr. Déjà sur le civisme fiscal. Oui. Je sais que l'administration est compartimentée, oui. mais la question est quand même précise. Si, oui, on le fait. Comment vous le faites? Même comme je le dis, moi, quand je vais dans les écoles, mais je vais dire aux jeunes ce que c'est que, sommairement, bien entendu, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un fiscaliste, mais je vais leur dire ce que c'est que les impôts et l'intérêt qu'il y a à pouvoir payer ces impôts. Mais en même temps, il y a un service spécialisé au niveau de la Direction générale des impôts qui a pour mission... Oui, ça, nous le savons. Voilà, nous le savons, mais vu que vous êtes le fils du service civique, sinon, comme je le dis là, quand on va à la rencontre des jeunes, quand on fait nos formations, effectivement, entre autres éléments, on évoque la question du civisme fiscal, qui est aussi important que la question du civisme routier et d'autres formes de civisme. Alors, dans la lutte contre l'incivisme, c'est vrai que vous n'êtes pas un organe répressif, mais est-ce qu'il faut réprimer ceux qui ne respectent pas le civisme dans nos États? Je vais commencer avec le sociologue. Est-ce qu'il faut avoir un appareil répressif? Est-ce qu'il faut réprimer ces actions? Bon, l'État a déjà des dispositifs de répression. Hein. Ça, c'est ce qu'il faut noter. Et ce que nous voulons souligner, c'est qu'il faut une action coordonnée de l'ensemble des structures. Parce que souvent, on a l'impression que les actions sont isolées. C'est-à-dire que vous avez parlé du service fiscal qui fait son travail à part. Il y a d'autres qui le font, mais on n'a pas l'impression qu'on a une action coordonnée et surtout une action qui dure dans le temps. Les actions sont souvent spontanées quand il y a un effet qui est produit, qui choque, mais après, tout redescend. Donc, pour nous, il faut une action coordonnée qui perdure dans le temps. Peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans. Insister. Je vais revenir sur l'aspect routier pour expliquer un peu ce que je suis en train de dire. Je prends un exemple, hein, puisque... Encore un exemple sur la route? Un exemple sur la route. Oui, pour expliquer quelque chose. Bon, allez-y, vraiment. Parce que je veux mettre l'accent sur le dispositif de l'État à pouvoir faire respecter la dimension de répression. Je revenais de Tia-Salé dans le cadre de mes activités et quand je suis arrivé à la Riviera 2, j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'embouteillage. J'étais choqué, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le pays est en danger? Puisqu'il était 18 heures. Mais quand je me suis connecté, je me suis rendu compte que c'était la journée où l'État avait pris la décision de la vidéo-verbalisation. Tous les véhicules qui n'étaient pas en règle avaient disparu. Vous voyez un peu la force de l'État dans l'application. Et ça, c'était juste une action spontanée. Imaginez-vous si cette action-là perdurait dans le temps. Tous les véhicules qui ne sont pas en règle allaient se mettre en règle. Voici vous appelez donc... Nous appelons une action coordonnée. C'est-à-dire que... Et répétée. Répétée et surtout qui perdure. Quand la vidéo... Il y a plusieurs entités qui sont intervenues pour que cette action ait son résultat. D'accord. Docteur? Sur justement... est-ce qu'il faut réprimer justement... Oui. Imaginez-vous dans une famille où un enfant fait tout ce qu'il veut, comme il veut, à l'heure qu'il veut. Finalement, vous avez quoi? Vous avez un malaise familial, un vrai désordre dans la maison.
L'enfant ne respecte pas les règles, il fait ce qu'il veut, il a des comportements défiant l'autorité du père à tout moment. Donc, il faut quand même qu'il y ait une certaine répression. Mais il faut précéder la répression de la forte communication. Et moi, je suis partante pour la communication tous azimuts. Il faut communiquer. Et c'est ce que je disais tantôt à monsieur le DG. Je dis, ils font de belles actions. Mais il faut qu'on communique un peu plus. Et je ne sais pas quel problème nous avons ici en Côte d'Ivoire, mais les communications ne sont pas aussi efficaces qu'elles devraient l'être. Parce que si moi, en tant que membre de la société civile, je ne suis pas informé de toutes ces belles actions qu'il pose. Est-ce que vous allez aussi à l'information? Non, mais c'est ça. Il faut qu'on mette l'information aussi à ma disposition sur les canaux, les différents canaux qu'on a. Je ne les dis pas. Et puis, parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement de canaux, je ne peux pas. Aujourd'hui, il y en a qui sont en train de nous suivre à la télé. Si pendant ce temps, ça passe sur Facebook ou autre chose, je ne peux pas. Donc, il faut rediffuser parce qu'on a trop de canaux de communication aujourd'hui. Il faut pas avoir de cesse de diffuser, de rediffuser pour que la population soit informée. Parce que moi, j'aurais préféré les actions qu'ils posent, qu'on nous mette ça à la télévision, que de nous donner, excusez-moi, les télénovelas ou bien quelque chose comme ça. Parce que c'est instructif. C'est instructif et c'est important. Et c'est rassurant pour la population. Monsieur le directeur, on revient rapidement, on ouvre rapidement une parenthèse. Vos actions en termes de communication, est-ce que vous allez encore les corser après ce plateau? Oh oui, bien sûr, bien sûr. Je voulais vous remercier déjà pour nous donner l'occasion d'être vu à l'international, non seulement en Côte d'Ivoire, mais à l'international. Mais je voulais rassurer madame, c'est bien noté, on va faire en sorte de communiquer davantage. Mais au passage, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Et nous avons notre site internet www.oscn.ci. Si vous y allez, vous verrez toutes les actions que l'Office du service civique national pose. Il nous reste 6 minutes 50 secondes. On va aller un peu rapidement. Je parlais de la phase répressive. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que vous n'êtes pas un organe répressif, mais en tant qu'office du service civique national... non, c'est indispensable. Okay. Madame l'a si bien dit, quand il y a des règles, il faut qu'on puisse les respecter. Et si on ne les respecte pas, il faut qu'il y ait des sanctions. Vraiment, c'est indispensable. Mais en même temps, comme on dit, la répression, il y a un adage qui dit la répression peut faire taire, mais seule l'éducation transforme. Nous mettons plutôt l'accent sur l'éducation, sur la sensibilisation en amont. Mais il est indispensable qu'il y ait justement de la répression, qu'il y ait des sanctions pour ceux qui ont fauté. Avant le dernier tour de table, est-ce qu'on convient de façon unanime que l'incivisme a un impact réel sur le développement de nos sociétés, de nos nations africaines? On va commencer avec Dr Kobenan. On va aller rapidement, il nous reste 5 minutes avant de faire le dernier tour de table. Comme nous l'avons signifié lors de l'interview, c'est que nous analysons plus l'effet en termes de rapport. Et ce sont les rapports sociaux qui participent à la fabrication des villes, qui participent à la fabrication même de l'être humain. Donc, dans cette dimension-là, les normes sociales qui sont véhiculées dans ces rapports-là, si ces normes ne sont pas des normes qui sont à enseigner, cela affaiblit les sociétés et ça affaiblit les nations. Docteur Camara. Oui, de façon indéniable, l'incivisme impacte négativement la vie en société, impacte négativement le développement économique de nos pays. Et donc, il est bon qu'on arrive à cerner ce problème-là de façon globale pour permettre vraiment une vie assez harmonieuse, comme on a dit, mais que chacun retrouve son pain dans cet environnement qui parfois est très stressant. Donc vraiment, on attend des gouvernants qu'ils s'engagent. Quand je parle des gouvernants, c'est tous les gouvernants africains, des pays africains, qui s'engagent de façon ferme à lutter contre ce fléau, parce qu'il est très néfaste pour le développement. Monsieur le directeur général, allez-y, et nous allons faire le dernier tour de table en 3 minutes. La lutte contre l'incivisme, c'est la raison d'être de mon organisation. Et donc, vous conviendrez avec moi que je pense que c'est très important. C'est un élément essentiel pour un pays qui veut se développer.
et comme le nôtre aspire effectivement à se développer, des instruments de gouvernance sont mis en place pour qu'on puisse lutter contre cet incivisme-là. Le dernier tour d'étape consistera à parler à nos populations. Parlons donc de la prise de conscience du civisme. Docteur Komena. Oui, en termes de discours à la population, il faut noter que d'imaginer la nature ou bien la qualité de vie qu'on souhaiterait donner à nos enfants dans 50 ans, dans 100 ans. L'héritage qu'on souhaiterait laisser. Et ce sont les normes que nous développons maintenant qui vont permettre de fabriquer des citoyens capables de pouvoir faire face aux enjeux et aux défis de demain. Ces enjeux sont des enjeux qui dépassent même ce que nous vivons actuellement. Donc, c'est un encouragement et un appel lancé à chaque acteur de la société de s'impliquer dans la fabrication des valeurs sociales qui fondent une nation. Docteur Camara. Mais moi, c'est appeler les uns et les autres, hein, tous les citoyens d'un État à respecter les règles, les normes qui nous régissent. Parce que quand tu fais les choses et tu sais que ce n'est pas bon, comme on dit chez nous, c'est que tu me gênes. Et si tu me gênes, moi, je peux réagir ou je peux être dans la frustration. Et c'est comme ça que les conflits naissent. Donc, il faut qu'on s'attelle à respecter les droits des autres, hein, qu'on s'attelle à respecter les règles qui sont édictées pour que tout le monde se sente bien. Parce que quand un sort de ces règles-là, il gêne. Quand il fait ce qu'il veut, il gêne. Et quand il gêne, ce n'est pas bon pour tout le monde. Donc, j'ai essayé de l'expliquer de façon triviale pour que les uns et les autres comprennent que chacun a sa place dans la société. Et chacun veut être à l'aise dans la société. Chacun doit tolérer l'autre. Donc, on doit se mettre ensemble. Mais quand certains se pensent peut-être plus malins ou bien refusent ce qu'on a dit, hein, ce qu'on s'est dit, ça gêne. Donc, demander vraiment à l'État de mettre un point d'honneur à l'éducation, au civisme et à la citoyenneté. C'est incontournable. On ne peut pas créer une nation sans ce point-là. Merci infiniment, docteur. Monsieur le directeur général, vous avez... Oui, je vais commencer où madame a terminé. Je pense que l'État est bien conscient du fait que le civisme est important. Et c'est pour cela justement qu'il y a non seulement l'Office du service civique national, mais ce sur quoi je vais terminer, c'est de dire que pour l'année prochaine, 2026, l'État a mis les moyens pour construire 10 nouveaux centres de service civique. Okay. Et des centres de service civique de grande capacité, c'est-à-dire des centres de service civique qui peuvent accueillir 1000 jeunes par an. Et donc, au final, on va avoir 14 centres de service civique qui donc pourront accueillir 14 000 jeunes par an pour ce qui concerne le dispositif de service civique d'action pour le développement et autant de jeunes pour ce qui concerne les autres dispositifs. Donc, je voulais exhorter les jeunes à avoir le bon comportement. Et puis, demander aux parents également de se rapprocher de l'Office du service civique national pour voir comment on peut travailler ensemble pour pouvoir améliorer les différents comportements de leurs enfants. Je vous remercie. Merci infiniment à tous les trois d'être venus. Permettez-moi de compléter, monsieur, de lui proposer d'insérer, de corser un peu l'HD, EDH, en tout cas l'éducation civique et morale. Vous avez l'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté. Voilà. Vous avez justement un rapport avec le ministère du tutelle? Oui. Ah oui, bien sûr, le ministère de l'Éducation nationale. On a même intervenu aux assises des enseignants de l'EDHC, justement. Voilà. Donc, il faut le mettre dès le bas âge pour que les citoyens grandissent. Afin que les cahiers soient ouverts. Pardon? Afin que les cahiers soient ouverts. Oui, et les cahiers soient ouverts, justement. Merci à tous les trois d'être venus. Merci à monsieur le directeur général de l'OSCN, Office du service civique national, monsieur Amara Koulibaly. Merci encore une fois d'être venu pour votre disponibilité. Merci infiniment. Et nos salutations à monsieur le ministre Touré Mamadou. Transmettez-lui donc les salutations de la direction générale de Lumière du Monde Télévision. Merci infiniment, monsieur le directeur. Docteur Laurence Camara, merci. Vous êtes de la société civile. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de Aube Nouvelle, une plateforme citoyenne. Nos salutations également à monsieur le préfet Vincent Toby,
Merci infiniment d'avoir été là. Docteur Kobenan Arthur Yoboué, sociologue, consultant en gouvernance participative. Merci en tout cas de votre intervention et vous avez montré encore une fois comment le civisme fait partie des actions de gouvernement participatif. C'est bien cela. Merci infiniment. Merci à tous les trois d'avoir été des nôtres pour cette émission. On se retrouve dans 15 jours pour un autre numéro d'Expression. Merci, Dieu vous bénisse et surtout, bonne journée.